J'habite juste derrière, donc quand j'ouvre mes volets, je la vois. Elle est magnifique. Elle est splendide. La chapelle d'Amboise, c'est un élancement au-dessus de la ville qui est tout à fait saisissant. Parce qu'elle est en saillie du rempart, elle se détache. C'est presque comme un phare, on pourrait comparer ça à un phare en bord de mer. C'est une petite miniature de chapelle royale. Elle est très très belle, très délicate. C'est un des très beaux témoignages du début de la Renaissance, de la fin du XVe siècle. C'est le tombeau de Léonard de Vinci aujourd'hui. On trouve dans cette chapelle des choses qui remontent vraiment et qui sont identiques à ce qu'elles étaient à l'époque de Charles VIII. Elle représente un joyau, c'est un bijou. C'est une dentelle de pierre. Le château d'Amboise, pour moi, est un château assez exceptionnel, emblématique. Et lorsqu'on m'a proposé d'y travailler, j'ai évidemment accepté. La chapelle Saint-Hubert, c'est une commande royale. C'est une commande du roi Charles VIII à l'occasion de son mariage avec Anne de Bretagne. Et ces commandes royales sont des commandes toujours exceptionnelles dans la qualité de la sculpture en particulier. Cette chapelle était la chapelle construite par le roi pour son usage privé, c'est-à-dire l'usage du roi, de la reine Anne de Bretagne et de la très proche famille des souverains. Sur le plan historique, elle est essentielle et elle a pris une place plus importante qu'au début. Et après la disparition de ces différents logis, elle s'est retrouvée seule et a pris encore plus de valeur dans le paysage du château et celui surtout de la ville. Aujourd'hui, c'est un véritable témoin de l'architecture religieuse du XVe et XIXe siècle. Cette gravure-ci représente l'État après les destructions du Premier Empire. Depuis Charles VIII, cette chapelle a subi pas mal de vicissitudes. Il y a eu l'abandon au XVIIIe siècle, les grandes démolitions sous le Premier Empire. Les verrières qui sont illustrées ici sont celles qui avaient été réalisées sur les cartons d'Eugène Viollet-le-Duc, l'architecte en chef des monuments historiques. Ces verrières ont été perdues pendant la guerre. Cette très belle chapelle a été bombardée en 1940 et également à la fin de la guerre. Bref, a subi des dommages qui ont fait souffrir le bâtiment et en particulier la charpente. Ici, ce n'était pas tellement une faute d'entretien, c'est vraiment une question d'usure générale et quand même d'une faiblesse dans la charpente qui a déclenché ensuite en cascade un certain nombre de problèmes. Et les problèmes de charpente de la flèche, vous voyez qu'elle avait une gîte très importante de plusieurs degrés vers le sud-ouest qui était liée à une casse de la charpente en partie basse. On voit bien sur cette photo l'altération du plomb, sa blancheur. Il devenait absolument urgent d'entreprendre une restauration complète pour durer dans le temps et affronter à nouveau les siècles qui sont devant nous. C'est un chantier exceptionnel par son ampleur, c'est-à-dire que voici un monument que l'on a choisi en une campagne de restaurer du soubassement jusqu'au sommet de sa flèche. C'est assez rare aujourd'hui. C'est assez rare également de réussir à mobiliser les capitaux suffisants pour se lancer dans une aventure comme celle-ci. L'État a l'habitude de prendre en charge les travaux les plus importants sur les monuments historiques à hauteur de 40%. Et là, l'État a pris la décision d'augmenter son taux de subventionnement à 60%. Nous prenons en charge la décision
d'ouvrir ce chantier, de le conduire à bien, en partenariat avec des acteurs du secteur privé. Alors on a dit oui à ce projet à la fois parce qu'on était un fidèle partenaire et de longue date du Château Royal d'Amboise, mais aussi justement le fait qu'un grand nombre de corps d'État spécialisés ont été sollicités. Et c'est ce qui nous a poussé aussi à accompagner ce projet, c'est la valorisation des métiers d'art. Là, on est sur les derniers jours d'ouverture de la chapelle et c'est une question de jours et d'heures pour que les premiers artisans viennent démonter les vitraux d'une part ou commencer à installer les échafaudages pour les sculptures ou démonter les dalles du sol. Les dalles vont être toutes retirées, à la fois pour réinstaller une stabilité au niveau du sol, puisque l'assise a un petit peu bougé. Là, on peut le voir ici, les grands décalages de hauteur et de profondeur entre les carreaux. Il va y avoir énormément de petites particules qui risquent de tomber progressivement, beaucoup de passages, beaucoup d'échafaudages métalliques qui vont être installés. Donc pour la préservation maximale de ce dallage historique, on préfère le retirer. Certaines vont être nettoyées ou restabilisées, les remises de niveau, mais on ne va pas les retraiter pour les redécorer. Ces dalles datent du 19e siècle. On estime qu'elles ont été posées pendant la dernière grande restauration de la chapelle. On aura également une grande protection autour de cet autel puisqu'il est infiniment précieux. On a tout un travail sculptural qu'on va préserver au maximum de tout risque durant les travaux. Et nous voici dans le transept qui abrite la tombe de Léonard de Vinci. Alors la pierre tombale en elle-même ne va pas bouger, on va la laisser en place. Cependant, tout le dallage va être retiré autour de la tombe afin qu'on puisse installer une sorte de protection, un sarcophage de protection autour de cette pierre afin qu'aucun éclat, aucun déplacement de matériel n'altère le tombeau de Léonard de Vinci. De ce côté-ci, on a le travail de frise qui a été grandement altéré et le but là va être de combler les lacunes, de reprendre tous les motifs incomplets que l'on a aujourd'hui tout autour. On va tout d'abord procéder à l'enlèvement des vitraux qui ont grand besoin d'être nettoyés, d'être renforcés par endroits. La chapelle étant située en hauteur, la prise au vent est importante. Le bâtiment bouge, donc forcément les vitraux fragiles ont besoin d'être restaurés, renforcés et nettoyés. Ce sont des maîtres verriers qui vont procéder à la fois au démontage et à la restauration en atelier de ces vitraux. Faire super attention, c'est des beaux panneaux, il y a des belles peintures, des beaux personnages, ils sont classés. Il faut être quand même délicat, quoi. On dépose au marteau et au burin. On dépose tout le scellement pour en fait accéder à la feuillure pour pouvoir déposer le panneau en fait. C'est très délicat à ce moment-là, ouais. Faut vraiment taper doucement et pas taper n'importe où parce qu'en fait le panneau il est vraiment dans le scellement, quoi. Donc si on tape un petit peu trop fort ou au mauvais endroit, le panneau il casse direct. Ce sont des vitraux qui ont été réalisés juste à l'après-guerre. Les vitraux d'origine ont en grande partie volé en éclats suite au bombardement de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ces vitraux ont été installés à ce moment-là et n'ont pas subi de restauration depuis. Là ça va, la chaux elle est assez friable. La chaux, le scellement là. Mais des fois il y a de la chaux qui est assez dure ou des fois même il y a du ciment. Et quand il y a du ciment, bah, on ne peut pas éviter les casses, là, c'est délicat. Ça va bien. En fait, les panneaux sont posés sur les barlotières, c'est ce qui peut servir de cadre, en fait, on peut dire. Et sur le côté, en fait, ce qui maintient le vitrail, c'est directement la chaux, en fait. Et après, bah, refermer avec du lexan. Le lexan, c'est ça, en fait. Ça va servir de protection et en fait, de fermeture hermétique pour pas que les pigeons passent, pas que l'eau passe, enfin voilà quoi. Donc là vous avez la B9. La B9 c'est celle qui correspond à celui-là avec le panneau 6. Et les numéros en fait c'est la numérotation de chaque B et de chaque panneau. La B0 c'est le cœur. On part du premier panneau 0 et après les chiffres impair et pair.
Les chiffres, tout ce qui est chiffre pair, c'est à droite, 2, 4, 6, 8, et un pair, 1, 3, 5, c'est à gauche. C'est ce qui permet à la repose et à l'atelier de savoir quel est quel vitrail, sur quel baie, quoi. Sur certains panneaux, c'est vrai qu'il y a quand même les plombs qui sont quand même mangés avec le temps, ils sont quand même cassés. Mais dans l'ensemble, les verres, ils sont en bon état pour moi. L'échafaudage extérieur est quasiment terminé, il est en train d'arriver au niveau de la flèche. C'est un échafaudage qui culmine à 44,50 m, hauteur maximale de la flèche. On est sur un volume de 90 tonnes de matériel, donc matériel multidirectionnel, spécialement adapté pour ce genre d'édifice. On a un échafaudage qui est en lui-même un monument. Il faut qu'il réponde à des problèmes de portée, de poids, de prise au vent. C'est un monument autour du monument qui s'installe pendant plusieurs années. Deux buts principaux à cet échafaudage, donc à la fois un échafaudage de service qui permet donc aux entreprises de travailler tous les 2 mètres de manière complètement sécurisée, et d'autre part donc une mise hors d'eau de l'édifice pour permettre les travaux de charpente et de couverture en dehors des intempéries. Donc il faut faire toutes mes contreventements. C'est un chantier un peu spécifique et particulier, de par le site d'une part, au niveau notamment des approvisionnements qui ne sont pas forcément faciles, notamment sur la partie basse. C'est un site donc classé, donc des sites sensibles qui nécessitent donc des soins spécifiques en termes de réalisation, et avec des accords préalables de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, notamment sur les endroits spécifiques d'ancrage. Ce sont des ouvrages fragiles. Ces monuments historiques ont quand même des géométries bien complexes, bien spécifiques, qui nécessitent donc une adaptation des échafaudages, et c'est ce qui rend la chose à la fois difficile et à la fois intéressante à réaliser techniquement. C'est toujours effectivement une motivation supplémentaire que d'avoir le privilège de travailler sur des sites aussi magnifiques que le site d'Amboise, surtout en pouvant profiter d'une météo comme aujourd'hui. Ça rend les choses hyper motivantes, quoi, en fait. Il faut comprendre que pendant la vie de cours au XVIe siècle, on était en chantier permanent. Donc on se retrouve dans les conditions réelles de la vie de cours. Le roi est très proche des travaux, souvent il s'implique directement. C'était le cas de Charles VIII, ce fut le cas de François Ier, qui veulent justement suivre les travaux, voire même faire évoluer le projet en direct. En fait, il faut retrouver l'existence de ces chantiers qui étaient là pendant la Renaissance. On met le chantier au niveau de l'homme. Nous avons cette chance d'avoir une esplanade disponible juste à côté, ce qui permet aux entreprises d'acheminer régulièrement leur matériel tout en travaillant au niveau du sol devant le public. Par rapport à ce qu'on fait, ça nous aide plutôt la pluie parce que ça vient ramollir les mousses et les lichens et c'est plutôt une aide bienvenue. Donc on a commencé par le côté nord. Donc là vous voyez le pignon et par exemple ce pinacle, ils ont déjà été nettoyés, on a fait un nettoyage primaire. C'est-à-dire on a gratté les lichens, les mousses et utilisé de la vapeur pour finir de les éliminer. On a obtenu le niveau de nettoyage désiré par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Et donc on aura ce résultat-là une fois terminé. Ce qui est marrant, c'est qu'en nettoyant, on s'en était pas aperçu. On a retrouvé un petit chat qui est très joli. Il est très mignon. C'est-à-dire sur les zones qui sont orientées finalement est, sud-est, on a beaucoup moins de colonisation. Par contre, on va avoir beaucoup plus d'autres altérations qui sont des croûtes noires. Donc les croûtes noires, en fait, c'est dû aux pollutions atmosphériques, c'est du gypse qui vient se déposer dans les parties vraiment abritées des sculptures. Donc ici, vous avez un exemple de croûte noire, par exemple. Là, on est vraiment orienté à l'est et voilà, c'est ça les croûtes noires. Toutes les petites cuvettes, l'hiver, ça va rester très longtemps gorgé d'eau et même avec de l'eau stagnante. Donc c'est des réserves d'eau pour que les végétaux puissent se développer. Bien sûr. J'interviens à la vapeur et à l'outil, donc là on utilise des gras de fond. Donc c'est les mêmes outils qui étaient utilisés au 19e, voire au 18e, 17e.
Donc là, on envoie de la vapeur à 100 degrés. Le fleuron que je suis en train de nettoyer bouge parce que c'est des fleurons qui ont été goujonnés et il y a une partie métallique à l'intérieur qui permet aux fleurons de tenir en place et surtout en cas de grand vent de ne pas tomber. Il faut enlever les lichens mais éviter de trop gratter la surface. Vous voyez ce qui apparaît en dessous, ça c'est toutes les anciennes traces d'outils. Donc, et ça c'est des traces d'outils qui datent du 19e. Et on essaye de préserver au maximum toutes ces traces d'outils et la surface de la pierre. Ce sont des moments du chantier qui sont particulièrement touchants. Retrouver le geste des compagnons il y a plusieurs siècles, c'est toujours très touchant. Et ici, la qualité du travail au XVe siècle, au XIXe est exceptionnelle. Oui, c'est touchant, je ne trouve pas d'autre mot. Et moi j'aime bien le plein air, donc c'est une des raisons pour lesquelles je travaille en monument historique plutôt qu'en musée, j'aime bien l'action. Voilà. Sur le nettoyage primaire, on a une bonne demi-journée par pinacle et ensuite il faut ajouter les autres tâches de restauration et de nettoyage. Moi j'ai suivi une formation spécialisée à l'Institut national du patrimoine en spécialité sculpture à Paris. J'aimais bien le fait qu'il y ait à la fois de l'art, de la technique et de la culture dans le même métier. Nous, notre travail, c'est vraiment de conserver tous ces témoignages du passé déjà existants et le sculpteur vient restituer ce qui a disparu mais qui est documenté. L'équipe de sculpteurs que nous avons est exceptionnelle. D'abord humainement, ce sont des gens que j'aime beaucoup et ils ont une qualité d'approche, une sensibilité et un coup de main pour la sculpture qui est extra. Et ce sont de vrais professionnels dans le sens où ils ont retrouvé les gestes qui ont permis au XVe d'obtenir ce qu'ils avaient sous les yeux et ce que je leur demandais de copier. Aujourd'hui, on va travailler sur des greffes, sur les frises à l'intérieur de la chapelle. Donc, c'est des frises qui sont composées de dais. Donc, c'est des ouvrages sculptés très fins et sur lesquels on va placer des greffes pour essayer de réparer cette frise et la rendre encore plus lisible. Voilà. Notre travail, c'est de permettre une bonne lecture du décor. Mais on ne cherche pas à refaire tout à neuf. On va simplement réparer là où il y a une rupture du décor. Ça veut dire qu'une rupture de la lecture. Je suis parti donc sur une pierre ancienne de tuffeau, qui est en fait un tuffeau très très fin, très gras, sur lequel j'ai apposé un gabarit que j'avais déjà dessiné. Et en fait, voilà, à partir de ça, on a le réseau qui se dessine dans la pierre. Voilà. Il faut creuser, il faut découper, il faut sans casser. C'est plutôt en bon état, on n'a pratiquement aucun manque. Dans la mode des natures, en particulier dans la sculpture, dans les frises des décors intérieurs, il existe de très nombreux éléments authentiques de Charles VIII qui sont très très touchants. C'est des sculptures qui sont du gothique flamboyant. On a aussi des dais qui sont plus tardifs, qui sont en fait issus de restaurations qui ont lieu aussi au fur et à mesure. Et notre contrainte à nous, en fait, c'est d'arriver à alterner entre différents styles, en sachant que les sculpteurs de l'époque, eux, travaillaient que leur style, donc ils étaient très forts dans leur style, alors que nous, maintenant, il faut qu'on arrive à travailler. Là, par exemple, je viens de terminer un chantier roman et j'arrive sur du gothique, et demain, je pars sur du Renaissance, donc effectivement, au bout d'un moment, c'est une gymnastique, mais c'est intéressant, quoi. J'ai toujours travaillé de mes mains et puis j'ai toujours aimé fabriquer et construire. Donc là, c'est vraiment le métier qui allie tout ce que j'aime. Donc je me suis formé 5 mois dans une école dans l'Indre en sculpture, ce qui m'a permis de rencontrer un professionnel qui m'a laissé ma chance après sur les chantiers. Voilà. On apprend le métier sur le tas en sculpture. Et auparavant, donc, j'ai un parcours universitaire, j'ai un DUC d'histoire et une licence d'archéologie. La découverte d'un chantier, déjà, c'est un peu une découverte archéologique pour moi, où on découvre déjà le décor que nous ont laissé les anciens sculpteurs, et puis c'est toujours un petit moment d'émotion. Après, il y a la phase de recherche, que j'aime beaucoup aussi, la phase de dessin, que j'adore, donc voilà. Et puis après, il y a une phase de réalisation.
et puis un peu la satisfaction d'une réalisation bien faite, quoi, d'avoir permis à ce décor de perdurer, quoi. Donc voilà, moi tout ça fait que je trouve que c'est un métier très enrichissant et très gratifiant. On va travailler sur une année. On a compté environ entre une demi-journée et une journée par greffe, voire 2 jours par greffe, donc en sachant qu'on a presque 200 greffes. Voilà, ça fait une belle quantité de travail. Pour faire ce que vous avez réalisé là-bas, ça c'est une journée et demie de travail. Voilà, c'est ça à peu près, oui. Oui. Voilà, c'est ça. Ce qui compose une niche, c'est le socle sur lequel on va poser éventuellement une statue. Et au-dessus de cette statue, ce qui couronne la niche, c'est le dais. Donc le dais est généralement aéré pour y intégrer une croisée d'ogives à l'intérieur. Voilà, c'est une architecture miniature avec tous les éléments qu'on peut retrouver sur une cathédrale, sur une église, avec un gable, des pinacles, des crochets, des frises et des réseaux. Voilà. Ça reste fragile, mais c'est réalisé dans les règles de l'art, donc en fait il y a quand même un bon maintien des sculptures et du décor. Donc là on est sur une greffe d'un réseau qui avait disparu complètement, et donc on crée une pièce qui va venir compléter comme une pièce de puzzle en fait le décor. L'idée c'est que ça s'intègre au mieux avec les mêmes traces d'outils que les anciens décors et la même nature de pierre. Quand il y a vraiment des zones lacunaires, en fait, on va s'inspirer de ce qu'il y a à côté. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. On a le coup de patte du sculpteur qui a travaillé sur cet édifice à sa construction. Donc, on peut se référer à son travail directement. J'ai sculpté cette pièce ici, directement dans la chapelle, pour que en fait, ça s'intègre au mieux. Et comme ce sont des ajustements très fins, il faut que en fait, je puisse contrôler régulièrement la qualité de la pièce, quoi, voilà. Suite au nettoyage des dais, les restaurateurs vont venir coller les pièces en fait, et faire le ragréage, vont en fait camoufler en fait, le joint pour que en fait, ça s'intègre au mieux et que ça s'harmonise bien avec le reste du décor. Vu le nombre d'heures passées sur chaque élément, le but c'est pas de les casser, quoi, c'est d'arriver à les coller, mais c'est vrai qu'on a quelques éléments un peu spectaculaires là. Celui-ci qu'on a dû mettre en 2 parties, donc qui est énorme. Donc il a fallu mettre cette partie-là bloquée et après mettre cette partie-là ensuite, mais dans le même temps. Donc c'est un peu, ouais, par moment. Et puis tous les petits éléments, comme ça, c'est quand même très, très délicat. Donc oui, il faut quand même être soigneux. Hein. Et voilà. Voilà la petite feuille, petit rinceau. Mais la cloche, elle est vraiment à cette hauteur-là. Hein. Elle est là, dans la charpente, au milieu. Pas au milieu là. Ouais, ça fait pas haut. La porte là, top. La porte, elle est au milieu de l'échafaudaire. Ah. Pas de cloche, ne pas sortir. Ils ont dû reconstruire une partie de la charpente autour. Parce qu'elle sort pas en fait. Elle peut sortir là-haut. Ouais. Il y a la trappe qui est suffisamment grande pour qu'elle puisse sortir à l'extérieur. Mais on ne peut pas la ressortir du campanile. Lors de la dernière restauration, le fût du clocher a été monté avec une charpente fermée qui empêchait finalement, une fois que tout a été terminé, de faire monter la cloche. Cette pauvre cloche a dû rester en bas du fût. À l'époque, ils ont descendu la cloche. Elle est restée au-dessus de la nef, en fait, dans les voûtes. Au moment où il a été question de la remettre en place, la cloche ne passait plus. En hauteur, elle passe, mais le dégagement et la largeur des poutres est trop importante pour qu'on puisse même en la faisant pivoter, sur des petites dimensions, elle passe pas. On va tout simplement la laisser ici. On a pris tout ce dont on avait besoin pour travailler en atelier dessus. Ça, c'est les ferrures d'accroche dans l'enrayure, les futures ferrures.
L'axe qui est ici, on voit qu'il est quand même très affaibli en épaisseur. Normalement c'est un carré, là il est très affaibli, donc on va refaire les deux axes ici. Les deux axes de rotation, les deux frettes, on va essayer de récupérer celle-ci. En refaire une autre ici qu'on n'a pas retrouvée. Et puis le système de brides, en fait, c'est des brides à clavette. En fait, la cloche, elle vient s'insérer dans le joug par ici. Et c'est des brides qui sont fixées comme ça. Donc on a deux brides qui enserrent la partie en bois et on a une clavette qui vient comme ceci et prendre la cloche. On va restaurer tout ça, refaire à peu près le même système de fixation. Et puis reprendre le battant aussi, ça c'est ce qui est à l'intérieur de la cloche. Et brosser la cloche dans le clocher, l'équiper, la remonter au-dessus, l'équiper et tout réinstaller. La couverture en plomb est en fait constituée de grandes familles d'éléments distincts. Il y a la couverture elle-même qui fait l'étanchéité à l'eau et les ornements. L'ensemble est en plomb. On a estimé à peu près à entre 15 et 17 tonnes de plomb à déposer. Alors nous, on est en charge de la dépose et de la restauration de l'ensemble des ornements en plomb qui date de 1880. Elle est en charge également de toute la dépose des couvertures et des tables de plomb de couverture et de leur remplacement. Les ornements sont restaurés et seront pratiquement tous réutilisés. Il y avait quelques manques, quelques lacunes qui seront moulées à l'identique ou reformées à l'identique. Par contre, la couverture était absolument en fin de vie. Aujourd'hui, on dépose l'intégralité des tables de plomb qui vont être récupérées, qui vont être refondues. Ça va être du plomb coulé sur sable. Et après, elles reviennent, on les reposera. Donc c'est du plomb qui va être neuf, mais qui sera reposé à partir du plomb ancien. L'idée est de réutiliser le plomb originel de la fin du 19e siècle, puisque c'était une couverture refaite à la fin du 19e siècle. Chaque décor est référencé avec une codification. On peut retrouver de la polychromie, des traces de dorure, donc des traces de différentes étapes dans le chantier. Et donc du coup, nous, pour ces ornements-là, derrière, on doit leur restauration et leur consolidation pour ceux qui sont existants, et on doit leur restitution pour ceux qui sont manquants. C'est un matériau qui est compliqué à travailler pour plein de raisons, que ce soit les raisons d'hygiène, de sécurité, mais aussi pour des aspects techniques qu'on n'apprend pas forcément dans les centres de formation, qui sont plus des formations qui sont complétées sur le terrain et par l'expérience des chantiers. On est 25. Et donc l'idée pour nous, c'était d'emmener tout le monde avec nous sur un chantier architectural complexe, parce que c'est un chantier qu'on n'aura pas deux fois l'opportunité de pouvoir refaire. Donc voilà, c'était important pour nous de partager ce moment-là tous ensemble et ce chantier-là en particulier. Mais il y a aussi effectivement, quand on est 25 sur un chantier, une organisation méticuleuse à mettre en place. On s'est donné une semaine pour tout faire, pour tout déposer, que ce soit les ornements ou la couverture. Chacun a sa zone, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait avec qui il est en équipe. Et jour par jour, voilà, on a une rotation qui s'organise pour que tout se fasse dans le bon ordre, dans la bonne humeur et dans le respect de la sécurité et de la conservation des pièces. Il faut bien comprendre que nous faisons des restaurations pour un siècle. La dernière grande campagne de restauration ici, c'est les années 1880, donc il y a 140 ans. La restauration de Victor Maréchal Ruprecht-Robert, architecte en chef à l'époque, mon prédécesseur, était très habile sur la taille de pierre, la sculpture et les ornements en plomb. Mais dans ses courriers où il échange avec le comte de Paris, on comprend qu'il y a tout de même des limites budgétaires. Et il a fait certains choix que nous ne ferions plus aujourd'hui, et notamment sur la question de la solidité des charpentes. Et il a fait des consolidations de charpentes qui, dans le temps, ne se sont pas avérées suffisantes. Là, on est au deuxième jour de démontage, et hier, on a eu quelques petites surprises où on a eu peur de couper la charpente, malheureusement, et finalement, on a trouvé une solution. On ne voyait pas le bout du boulon en fait, qui était pris dans le poteau. Et pour la démonter, il fallait enlever ce boulon. Et ben là, on est venu pour démonter la flèche, pièce par pièce, pour éviter de déstabiliser l'ensemble. Et puis on la lève avec un palan.
c'est un outil à chaîne. Puis après, on joue avec l'échafaudage pour la passer à plat et puis après on la descend en dehors de l'échafaudage avec une poulie et une corde. C'est franchement impressionnant la façon dont ils ont procédé déjà, dont ils ont monté ça, la réflexion qu'ils ont eue, enfin avec très peu de moyens, ou en tout cas pas nos moyens d'aujourd'hui. Donc c'est franchement passionnant. Elles sont assez lourdes, elles font entre 70 et 100 kg à peu près. On peut utiliser les grues, mais pas ici sur ce chantier. L'accès est compliqué, entre le porche et puis la hauteur, ici c'est impossible. Chaque élément est entreposé en bas dans la tonnelle. On va faire une épure en fait, donc c'est un plan à taille réelle au sol et après on va les positionner sur le plan en gros, chaque bois. Et puis on va les restaurer, donc après selon l'usure des pièces de bois. Il manque des parties de bois, les moulures on les voit plus. Donc celles-ci vont certainement être soit greffées, soit changées. Vu qu'on a une tonnelle, une surface assez grande, on pourra tout faire sur place. Donc après le démontage de la couverture, on a démonté la charpente pièce par pièce en la repérant. On a fait des greffes sur certains éléments, on a monté les éléments de charpente neufs. On a des pièces qu'on a réutilisées en fait, qu'on a démontées de la charpente, donc des vieilles, qu'on a greffées avec des neuves pour garder le maximum de vieux. Toute la structure en gros en général on l'a gardée. Mais c'est du vieux, donc c'est plus noir, on voit que c'est marqué, les arêtes sont pas vives, elles sont un peu cassées, on voit qu'il y a des traces, les fibres s'effilochent un peu, mais il est encore sain, il est très bon, il est très sec, bien dur, donc il va pouvoir faire quelques années de plus. On n'utilise que du chêne, on utilise les mêmes essences, simplement celui-ci est neuf, donc il est plus clair, et celui-ci a des années derrière lui, donc il a vieilli, on voit qu'il a noirci, qu'il s'est protégé un peu. Je travaille sur tous les ornements et les éléments qui ornent la toiture. On a un mélange d'ornements en plomb, comme les fleurs de lys qui sont ici, et d'ornements en cuivre, comme les trophées de cercle. Le support qui est en métal va être recouvert de plusieurs couches de préparation anti-corrosion. Donc on a une première couche qui est de teinte blanche, qui est un primaire d'accroche anti-rouille. On va laisser sécher cette première couche et ensuite on va passer à des couches de couleur jaune. Tout d'abord un jaune assez pâle pour arriver à un jaune vraiment très franc. Le but est d'avoir une différence de couleur entre chaque couche pour être sûr de ne rien oublier et d'être passé partout. Et par la suite, en dernière étape, on vient déposer ce qu'on appelle la miction à dorer. Et après, du coup, on passe à la dorure à proprement parler. C'est quand même la partie la plus amusante, c'est la récompense une fois toutes les couches de préparation faites. Pour dorer un trophée comme celui-ci, qui est quand même assez volumineux, on a environ 8 carnets d'or. On a 25 feuilles dans chaque carnet et les feuilles font 8 cm par 8 cm. Donc je vous laisse calculer. Les 3/4 du temps, en fait, on dore au coussin. Mais là, du coup, pour le cas particulier qu'on a là, comme on a des grandes surfaces, en fait, on utilise la technique de la dorure au livret pour des raisons de rapidité. Je prends la feuille directement dans le carnet d'or comme ceci. Donc pour un objet comme celui-ci, il faut compter environ 2 bonnes heures de dorure, donc pour la pose de la feuille d'or, et ensuite 2 heures d'époustage. L'époustage, c'est le fait de venir du coup faire adhérer la feuille. Je suis plutôt très honorée et assez excitée de participer au chantier de la restauration parce que c'est le château de la Loire qui est le plus proche de mon atelier. Je suis à peine 15 minutes du chantier, donc c'est quand même assez sympa d'avoir un exemple de son travail aussi proche de l'atelier.
Tous les éléments relativement légers sont transportés à l'atelier, mais ensuite tous les éléments qui sont trop lourds à transporter vont être dorés directement sur place dans les loges qui sont prévues à cet effet en bas de la chapelle pour pouvoir, entre autres, dorer en public et montrer aux visiteurs la technique de la dorure. Allô ? Allô, excuse-moi de te déranger, tu peux vérifier le tracé ? En marge du chantier sont créés des ateliers qui permettent à des jeunes qui pourraient être intéressés par ces métiers d'art de voir travailler des professionnels de très haut niveau. Alors c'est du plomb laminé. On arrive à faire ça. C'est cette pierre. Ça c'est le moule en résine qu'on a fait. Et on va mettre une armature en fer dedans, en inox. Je suis meilleur ouvrier de France couvreur et meilleur ouvrier de France ornemaniste. Et je suis maître d'art. Une statue par exemple, elle est en 50 pièces, mais quand elle est finie, vous voyez rien en fait. C'est un métier en fait qui est très compliqué, il ne s'apprend pas. Il y a une dizaine de métiers au sein du même. Il faut d'abord savoir dessiner, il faut savoir sculpter, il faut savoir être fondeur, il faut savoir estamper. C'est des métiers en fait passionnants. Il faut être passionné. Justement, il y a des formations pour être fondeur, il y a des formations pour être sculpteur, dessinateur, mais ce métier d'ornemaniste, il n'y a pas de formation. C'est pour ça que c'est un métier très très vaste en fait. On met en place des rencontres, notamment avec les artisans, des démonstrations, on accueille des classes. On travaille avec des étudiantes de l'IUT Communication de Tours et puis avec les équipes du podcast de l'Or dans les mains pour venir aussi mettre en boîte des podcasts avec les différents corps de métier. Nous sommes toutes les 4 étudiantes en communication à l'IUT de Tours. Le Château Royal d'Amboise nous a proposé de travailler sur un projet lié à la restauration de la chapelle Saint-Hubert. C'est des questions très simples. Enfin, ce sont des podcasts de l'Or dans les mains en collaboration avec les campus des patrimoines et des métiers d'art. Là, cette fois, pour les 5 podcasts sur le chantier de la chapelle Saint-Hubert, c'est pas moi qui pose les questions, c'est elle. Donc toi, je vais te donner le casque comme ça, ce sera en décor. Pouvez-vous me raconter quel est votre rôle sur les chantiers et quelles ont été les étapes franchies ? Je gère la partie taille de pierre maçonnerie sur la chapelle Saint-Hubert. On a un projet tutoré qui est donc, avec cette restauration de la chapelle, de mettre en avant les métiers de l'artisanat auprès des jeunes. Concrètement, comme l'a dit Nora, c'est de valoriser ces métiers parce qu'aujourd'hui on trouve qu'ils ne sont pas assez valorisés ou pas assez connus. Il y a des jeunes qui peuvent avoir une difficulté à s'orienter et nous ça nous tient à cœur parce que nous-mêmes on a eu du mal à s'orienter. Les pierres de tuffeau. C'est aussi chouette de donner le micro à des plus jeunes parce que les jeunes s'identifient plus quand c'est des voix encore plus jeunes. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre la taille et la sculpture de pierre ? On découvre des métiers aussi que moi personnellement je ne connaissais pas forcément, donc c'est très enrichissant parce qu'on parle beaucoup des jeunes qu'on veut toucher, mais il faut aussi que les parents connaissent. Puis c'est des histoires de vie aussi qui sont intéressantes, de voir comment en fait ces personnes-là elles ont découvert ces métiers. En fait on se rend compte qu'on fait plus de choses avec ses mains à l'école et du coup c'est une intelligence qui n'est plus du tout valorisée, alors qu'elle permet aussi à des jeunes de se sentir valorisés, reconnus. S'il y a un trou, c'est parce qu'on a enlevé l'ancienne pierre et maintenant on repose les pierres neuves, donc qui sont toutes identiques et toutes référencées. La première étape du chantier quand nous on arrive, c'est notre appareilleur, Grégory, qui vient et qui va relever effectivement l'état de toutes les pierres. Après, en concertation avec l'architecte, on décide lesquelles on change réellement ou pas. En cours de chantier, nous avons dû prendre la décision de remplacer 300 m² de parement en plus de ce qui avait été prévu à l'étude initiale. Nous avons compris que les pierres qui nous paraissaient être celles en meilleur état à une certaine distance étaient en fait atteintes d'un gros défaut de fond et elles s'étaient cassées en profondeur. Ces pierres étaient des pierres issues d'une restauration au cours du XXe siècle sur l'ensemble du parement de la chapelle, depuis la corniche jusqu'au bas du soubassement. C'est-à-dire qu'elles sont issues d'un chantier qui a probablement eu lieu entre les deux guerres. Et ce sont des pierres qui, dans l'analyse que nous en avons faite, étaient issues d'une carrière avec un défaut dès leur extraction probablement. Toutes les pierres sont différentes en général. Comme elles sont uniques, on les commande vraiment à la cote pour qu'elles refassent exactement la même
la même cote que l'origine. Nous avons réussi avec le tailleur de pierre à gérer la découverte et la surprise avec une augmentation du délai d'exécution très raisonnable qui est de l'ordre de 3 mois, 4 mois, ce qui compte tenu du volume de travail en plus qu'on a ajouté est remarquable. Ils ont réussi à mobiliser une équipe complète supplémentaire, ce qui nous permet de travailler en parallèle sur le chantier initial et le chantier supplémentaire. Là on a déjà reçu l'équivalent de 25 palettes de pierre, donc ça fait beaucoup de blocs. J'ai pas le nombre exact, mais à la longue on arrête de les compter. Il existe plusieurs types de tuffeaux. Sur ce bâtiment-là, on est parti sur un tuffeau de Marigny-Brisé, qui est une carrière au nord de la Vienne, qui est assez proche de ce qui existe sur la chapelle. Et ben, étape numéro 1, du coup, on enlève la vieille pierre. Donc une fois qu'on a fait toute cette bûche de la vieille pierre, et ben, on peut reposer la nouvelle. Je vais mettre des petits coups sur les faces qui ne sont pas vues, et ça sert à l'accroche de la colle. Donc, je vais en faire un peu partout. Et sur le côté, ce qu'on appelle la face de joint, je vais faire ce qu'on appelle une patte doigt, qui va me permettre après d'insérer la colle dans la face de joint. Faut pas se tromper de côté, non. Alors je crois que ça nous est tous arrivé en tant qu'apprenti de faire une patte doigt sur la mauvaise face. Et donc du coup après on met de la colle, donc c'est un mortier de sable et de chaux et d'eau. C'est exactement ce qu'ils utilisaient à l'époque. On prend la pierre. Ah, la partie la plus rigolote. Hop. Ok. On finit ces jours-ci le remontage ou le levage, comme l'on dit dans mon métier, de la charpente. La partie restauration s'est plutôt bien passée. On est très content d'avoir conservé le maximum de bois de la charpente existante. On a refait des choses neuves, évidemment, qui avaient été demandées aussi par l'architecte. Là, on est en train de lever les fermes. Ça, c'est la ferme, en fait, c'est une structure qui permet après de recevoir les chevrons et de maintenir la charpente, en fait. Ça donne la forme de la charpente et tout en maintenant l'ensemble. On est sur les grosses parties structurelles, on va dire. Il y a des bois en place, donc il faut circuler autour de ces bois. Pour aller chercher des côtes, il faut qu'on aille chercher des points en hauteur. Et donc on est obligé de faire voilà, un petit peu les chimpanzés sur l'échafaudages ou sur les bois. Là, on a des grosses pièces de enrayure qui permettent de maintenir en fait le fût. Donc c'est une enrayure qui est prise sur les diagonales, assemblée au milieu. Et puis du coup là on a le fût donc avec les 8 poteaux qui montent pour accueillir la cloche et puis l'ensemble de la flèche en fait qui viendra poser par-dessus. On n'a pas eu de surprise plus que ça. Enfin je veux dire tout s'est déroulé à peu près comme prévu. On est en train de refaire la pose des vitraux. On a déjà posé la B1 qui est à gauche et la B7 qui est là-bas à droite. Voilà. Là, on est à une B journée quasiment. Donc il faut compter 2-3 semaines facile pour poser toutes les baies. Puis voilà. La pierre a été retravaillée et du coup les dimensions sont plus les mêmes que d'origine. Les panneaux, des fois ils sont trop grands, des fois ils sont trop petits. Du coup on rajoute du plomb, c'est ce qui fait déjà tout le tour du panneau, puis on le ragrandit en fonction de la taille du panneau. Donc ça c'est le panneau de la B2.
C'est un panneau qui va être posé là où actuellement le collègue, là, sur ce baie qui se trouve là-haut. Là. On peut passer 20 minutes comme on peut passer 1h30 dessus, voire 2 heures. Ça dépend de l'état de la pierre, aussi de la dimension du panneau. Toujours des petits détails, des fois juste pour un petit 1 cm en trop, le panneau il va pas passer, du coup il va falloir recouper, après rajouter encore du plomb, retravailler la pierre. Soit on retire de la pierre, soit on coupe un peu de plomb du panneau. Après qu'on ait posé les vitraux, il y a le maçon qui va passer derrière nous, qui va faire tout ce qui est le calfeutrement en gros, pour bloquer les vitraux avec le mur. Du coup il a commencé ici. Puis en fait, il va nous suivre petit à petit, il va passer derrière nous, puis il va faire tout le calfeutrement de chaque baie qu'on va poser une par une. C'est vrai que c'est gratifiant. C'est gratifiant de faire un travail dans ce genre de monument. C'est un très beau monument, en plus il a été très très bien restauré, donc c'est vrai que c'est agréable de travailler là-dedans, c'est agréable. La chapelle est magnifique. Elle est particulière en ce sens qu'aujourd'hui, elle retrouve sa cloche qu'elle avait perdue depuis pas mal de dizaines d'années. C'est un édifice qui est dans mon secteur régional. Et donc pour ça, c'est un grand chantier. C'est une belle fierté que d'avoir installé cette cloche là-bas. Elle est pas très très grosse, mais elle a un son qui est très intéressant. Elle fait dans les 46 cm. Ça fait une soixantaine de kilos. Avec le joug, on est dans les 60-70 kilos. Elle a été fondue courant 19e dans les estimations, parce qu'elle n'est pas datée. Il y a une particularité dans ce clocher, c'est que le fût n'est pas tout à fait au-dessus de là où la corde est tirée. Ça revient du coup à faire passer la corde sur différents axes. Et pour ça, il faut utiliser des poulies pour faire des renvois d'angle. Voilà. Là, on a utilisé des poulies qui sont des poulies en bois, qui permettent justement un frottement réduit, qui aura moins de frottement, ce qui permettra de conserver la corde un maximum de temps. Et il y a environ une petite trentaine de mètres de corde de tirée. La cloche, elle viendra rythmer et puis marquer les temps forts du château. Donc ça sera à la fois, ça pourrait être de l'événementiel ou des dates importantes qui viendront donc être rythmées par cette cloche. Sur chaque face, on a refait que 2. Bah, t'as fait que ces 2-là. Là, c'est vraiment l'intégralité des ornements qui ont été restaurés, qui ont tous été revus un par un, ouverts. On a repris les systèmes de fixation, les systèmes de raidisseurs à l'intérieur, et on a essayé de reproduire les techniques de fabrication. Les anciens, eux, quand ils ont fabriqué les pièces à l'origine, ils ont tapé d'abord sur moule leurs pièces et ensuite étamé du coup avec de l'étain dedans pour la solidifier, que ça puisse durer dans le temps. C'est une vieille technique et du coup on se rend compte qu'elle marche toujours autant. Oui, on n'a rien inventé nous. Oui, on perpétue juste les mêmes mouvements depuis des années. Si je dois retenir une image, je pense que c'est vraiment la symbolique de la pose de la croix. La pose de la croix et de la couronne. J'ai été là à la dépose avec toute l'entreprise, c'était vraiment un moment fort. Aujourd'hui, on est revenu à poser cette couronne et cette croix, ce qui symbolise vraiment la fin du chantier. On va prendre la couronne, on va la mettre. Et le principe, c'est qu'on met la couronne, on la relève, il faut qu'ils mettent la croix. Et après, tout va être serré avec cet élément-là. Ça va venir serrer pour serrer la couronne et c'est la croix et c'est ça qui supporte la couronne. On a un support à l'intérieur. On doit emmancher la croix dans la couronne et on a un carré qui vient serrer le tout et la couronne qui vient se poser sur ce carré. Du coup la couronne est posée et la croix ne bougera plus. Elle est là depuis 1880 et elle n'a pas bougé, donc on a refait exactement la même chose, donc elle ne bougera pas. On doit faire à peu près 60 kg. Ouais. Donc il ne faut pas se coincer les doigts. J'ai travaillé beaucoup sur Paris, j'ai fait le Grand Palais, Conseil d'État, Assemblée nationale, Château de Versailles. C'est un chantier qui est plus petit, mais peut-être un des plus beaux chantiers quand même que j'ai fait en 24 ans de carrière.
On va faire une petite capsule avec toutes les entreprises qui ont travaillé sur le chantier. On va pouvoir déposer là-haut dans la couverture pour faire une petite surprise au prochain. Au prochain. Prochain qui démonteront. Et ça va être des photos et des mots, des choses comme ça, quoi. Imaginons c'est dans 150 ans, on va mettre le prix du pain aujourd'hui, combien on est payé, des choses comme ça, qui se rendent compte les gens. Oui, ça se trouve, ça sera plus du tout comme ça, mais des choses, ou alors on va laisser des petits mots genre bon courage pour démonter. Je vais tenter d'installer un diffuseur sur l'échafaudage et surtout je vais essayer de sécuriser parce qu'il y a un petit peu de vent ce matin. On a sollicité l'agence Tronatic Studio pour venir réaliser un scan 3D du linteau. Le linteau est l'un des éléments les plus anciens de la chapelle, il date de la Renaissance, et puis un des plus riches. Il y a vraiment beaucoup de détails, de tout petits détails, des petites choses très minutieuses. Là, on fait un scan ce matin par photogrammétrie, donc c'est un scan qui consiste à prendre des photos dans un premier temps de tout le linteau, et après, à partir de ces photos, on reconstruit la 3D, la volumétrie de la scène. Voilà. Je vais essayer de prendre un maximum de photos. Donc je vais d'abord faire des photos globales, et après je vais faire des photos locales. Là, pour un élément comme ça, on a quand même pas mal de détails. Et en photogrammétrie, vraiment le niveau de détail dépend du nombre de photos. Je pense qu'on va essayer de tourner autour de 1 millier de photos, je pense à peu près. Plus on en a, mieux c'est. Ça c'est sûr. Donc là je fais un premier passage, on va dire en façade. La photogrammétrie va permettre de reconstruire la volumétrie grâce à la différence de point de vue. Donc l'idée c'est de déplacer l'appareil photo. Si on prend des photos statiques, ça ne marche pas. Après, on utilise un logiciel pour reconstruire. Et après, il y a lui va nous reconstruire un modèle un petit peu brut. Et après, on va cleaner tout ça. Voilà. Et le public va pouvoir se balader dans le château avec une tablette. Et il va pouvoir visualiser le linteau de manière très précise et très détaillée. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une solution technique de manière à ce que les gens puissent assez facilement venir scanner, de pouvoir faire le comparatif d'une part entre ce qu'était le linteau avant sa restauration et puis ce qu'il est désormais après sa restauration, et puis d'aller fouiller comme ça, d'aller chercher un petit détail amusant, notamment dans les arbres, il y a un petit nid avec des oisillons et des œufs dedans qui est vraiment d'une méticulosité assez incroyable et qu'on ne peut pas voir depuis le bas. Donc l'idée, c'est qu'on puisse offrir la possibilité à nos visiteurs de découvrir tout ça. J'étais toujours très attristé quand je venais au château de voir l'état de ce linteau et le fait de voir quand même qu'on a retrouvé de manière très habile des éléments qui nous rapprochent, qui nous font penser qu'il était pratiquement comme ça en 1495, c'est quelque chose qui me touche énormément. J'ai eu le privilège avec mes frères et sœurs d'habiter au château pendant 12 ans. Entre 1952 et 1964, où mon père était gardien et mon grand-oncle régisseur. Et donc, c'était mon terrain de jeu quand j'étais enfant. La chapelle Saint-Hubert, c'est quand même, pour moi, la partie la plus authentique du château. Il va venir un moment exceptionnel dans ce chantier, c'est lorsque le public aura la chance de redécouvrir le monument. Et moi-même maintenant, je me disais ce matin même, en quittant la réunion de chantier, que j'avais hâte qu'on y arrive. Lorsque j'ai vu l'échafaudage tout doucement disparaître, c'était assez spectaculaire et très surprenant parce qu'ils l'ont fait tout doucement. Donc au début, on voyait vraiment juste la pointe dorée.
La réaction qu'ont les visiteurs depuis que l'échafaudage a disparu, notamment des locaux, c'est le côté très lumineux. Le clocher de la chapelle, toutes les dorures qui ont été refaites, qu'on n'a jamais connues auparavant, ça attire l'attention. Ouais, les gens trouvent ça quand même assez waouh. Elle est belle, elle est blanche. Les vitraux ont été nettoyés et on voit quand même, je trouve, peut-être plus la lumière. En même temps, ça fait 3 ans quand même. Je la trouve quand même sacrément lumineuse. C'est peut-être la vision que Charles VIII a eue quand il est rentré dedans pour la première fois, puisque c'est quand même une partie très authentique de la chapelle. On ne peut pas dire que le tour de la chapelle soit exactement comme il était à l'époque, mais cette partie-là, comme le linteau, ce sont des parties qui me touchent beaucoup parce que là, on retrouve vraiment l'âme de la chapelle à sa construction. On a quand même encore un gros travail qui date du XVe siècle. On a quand même un bijou assez extraordinaire qui n'a pas été énormément remanié au fil du temps. Et je pense que oui, même si on est obligé aujourd'hui de restaurer le patrimoine et de changer des fois des pierres, des sculptures, on a quand même beaucoup de choses qui sont relativement authentiques ici. Une des particularités de la chapelle Saint-Hubert, c'est le fait qu'elle fourmille de détails, que les sculpteurs flamands se sont évertués à sculpter. Vous avez des arbustes qui sont présentés qui auraient pu avoir des feuilles anonymes et le sculpteur Yannick Kochek qui a travaillé sur le linteau m'a expliqué qu'en fin de compte, chaque essence était reproduite avec sa spécificité de feuilles, ce qui fait il y a 4 essences qui sont toutes les 4 identifiables dans le linteau. Il y a un petit oiseau que mon père m'avait fait remarquer, qui était là-bas, auquel je suis assez sensible, parce que c'est en plus un souvenir de mon père. Vous voulez que je vous montre ? Vous voyez, vous avez une représentation d'un nid avec un petit oiseau. Ce qui est quand même assez passionnant, c'est que cette chapelle fourmille de détails qui sont peu vus par les gens, qui sont plus pour l'esprit et le plaisir de la personne qui l'a réalisé. Et ce petit oiseau en fait partie. Alors les sculpteurs du Moyen-Âge se sont fait énormément plaisir au niveau de l'iconographie. On a plein de petites bestioles, puisque le bestiaire est une des thématiques du gothique flamboyant de la fin 15e. Et donc on a réussi à masquer dans les détails des frises plein de petits animaux. On a des petits singes, on a des petites souris, on a un cochon qui mange des glands. Là, c'est des fois aussi une façon pour les tailleurs de pierre de se moquer aussi des grands du royaume en les caricaturant quelque part aussi au travers de certaines de ces sculptures. Donc non, ils se font vraiment plaisir. Il arrive que ce soit des signatures. On évoque le fait que le maître tailleur de pierre, qui est le maître, le singe le plus malin, signe souvent d'un petit singe. Après plus de 4 ans, c'est une émotion d'arriver à la fin de cette belle aventure. Avec des compagnons, des corps d'état sur le chantier qui ont porté les choses et qui ont enrichi la réflexion, qui ont vraiment amené leurs pattes, dirions-nous. Et je suis très heureux de ce beau déroulement de chantier et de cette belle fin. Il y a un soulagement à la fin d'un chantier comme celui-ci, mais ça crée un vide aussi, vous savez, parce qu'on donne beaucoup de soi sur ces chantiers. Et finalement, j'avais ce sentiment de vide très fort quand j'étais jeune architecte,
Un peu moins aujourd'hui, mais il reste quelques chantiers comme celui-ci sur lesquels, arriver au bout, c'est une page qui se tourne. Ça fait bizarre de se dire c'est fini. Parce qu'on était bien en Amboise et c'est un chantier exceptionnel. C'est pas de la tristesse, mais comment expliquer je sais pas, c'est comme ça. On serait bien resté plus longtemps. Oui, on est très fiers. Ouais. Moi, je suis très fier d'avoir fait ça. Ouais. C'est une très belle expérience. Fierté et prestige, on va dire. Se dire, nous, on l'a fait, et puis quand on sera plus là, on laissera notre marque, quoi. Ça, surtout. Et là, c'est émouvant de voir que des hommes du XXIe siècle ont restauré cette chapelle et que dans quelques siècles, on pensera la même chose que nous avons pensé. Quelle merveille, toutes ces personnes qui se sont investies pour redonner la splendeur que la chapelle a actuellement. Bon, elle va se patiner, là, elle est très blanche. Je suis pâtissière, j'ai l'impression que c'est une chapelle en sucre. Elle est vraiment trop belle. Elle sera plus belle dans 2 ans encore. Tout est neuf, en quelque sorte, et la patine reviendra assez vite. C'est une chapelle qui était remarquable dès la commande de Charles VIII, qui devait être très éclatante dans sa composition, avec cet élancement depuis les fossés et la ville, éclatante dans sa matière, dans ses dorures, dans sa modénature, sa sculpture, et je pense qu'elle méritait de retrouver cet éclat. Et finalement, je suis assez satisfait qu'elle soit singulière, que des gens la voient, la remarquent, parce que c'est vraiment une très belle œuvre d'architecture, de sculpture, une très belle œuvre artistique.